Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage, un personnage vraiment fascinant, à la fois mystérieux et super influent dans le Paris de la fin du 19e siècle. Son nom de scène, si on peut dire, c'était Papus. Alors, qui était-il vraiment? C'est une excellente question parce qu'elle nous met direct au cœur du mystère. Il faut imaginer, derrière le médecin respectable, il y avait en fait un grand maître de l'occultisme. Une double vie, mais alors une double vie absolument passionnante. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet. D'un côté un médecin, de l'autre un occultiste. Les deux visages de Gérard Ancaos. C'était son vrai nom. Et toute sa vie, en fait, va tourner autour de cette tension, ce conflit permanent entre la science et le mysticisme. C'est vraiment ça, l'histoire d'un homme en deux parties. D'un côté, on a le docteur Gérard Ancos, le scientifique, le médecin qui a son cabinet à Paris, quelqu'un de tout à fait respectable. Et puis de l'autre, il y a Papus, le maître occultiste, l'initié, une figure incontournable du monde ésotérique de l'époque. Et il a jonglé entre ces deux mondes pendant toute sa vie. Imaginez un peu la tension, surtout à une époque où la science était reine et nous laissait, disons, pas beaucoup de place pour le mystère. Et ce nom, Papus, il ne l'a pas choisi au hasard, loin de là. C'est un pseudo qu'il est allé chercher dans un texte magique très ancien, le Nuctaméron. C'est le nom d'un esprit de la première heure. En choisissant ce nom, c'était une façon de dire « voilà qui je suis ». Je suis plongé, corps et âme, dans l'ésotérisme. Ok, mais pourquoi tout ça? Quel était son but au fond? Parce que Papus, il ne faisait pas qu'étudier l'occulte dans son coin, non, non. Il avait une vraie mission. Une mission qui, on peut le dire, allait complètement à contre-courant de son temps. Et voilà, c'est ça le cœur de sa démarche. Pour lui, le scientisme, ce matérialisme pur et dur de son époque, c'était une impasse. Il était convaincu qu'on passait à côté de l'essentiel. Sa grande idée, c'était de créer une sorte de synthèse géante, de tisser des liens, de construire un pont entre toutes les grandes traditions ésotériques de l'Occident. Le but? Proposer une vision du monde bien plus riche, bien plus complète. Et pour bâtir ce projet monumental, il ne partait de rien. Il a allé piocher chez tout un tas de penseurs. C'est assez incroyable quand on y pense. On trouve de tout. Un chimiste comme Louis Lucas, un mathématicien comme Vronsky, un alchimiste, un pythagoricien, des figures comme Saint-Yves d'Alvèdre ou Louis-Claude de Saint-Martin. Ça donne une idée de l'étendue de ses recherches et l'ambition folle du projet. Mais attention, Papus, ce n'était pas juste un intellectuel dans sa tour d'ivoire. C'était aussi, et peut-être même surtout, un homme de terrain, un organisateur né, une véritable plaque tournante du monde occulte. Et quand on regarde son parcours, c'est vertigineux. En 1887, il rejoint la Société théosophique. L'année d'après, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. En 91, il cofonde son propre ordre, on y reviendra. En 95, il est dans la Golden Door. Bref, en à peine quelques années, il a intégré toutes les sociétés occultes qui comptaient à l'époque. Il n'était pas un simple membre, il était au centre du jeu. C'est lui qui connectait les gens, les idées. Et comme si ça ne suffisait pas de rejoindre les ordres des autres, il a créé le sien, l'ordre martiniste, qu'il a cofondé avec Augustine Chabosso, a eu un succès, mais un succès international. On retrouve des groupes en Russie, dans l'Empire ottoman, aux États-Unis, en Autriche-Hongrie. Son influence a vraiment dépassé les frontières de Paris et de la France. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Toute cette énergie, cette capacité à créer des réseaux, à organiser, il l'a aussi mise au service de sa pratique de médecin. Comment est-ce que sa vision mystique du monde a pu influencer sa façon de soigner? C'est vraiment le point de rencontre de ces deux vies. Alors, dans son cabinet, il faut imaginer un mélange de techniques assez détonnant pour l'époque. Il utilisait l'hypnose, bien sûr, mais aussi l'homéopathie, la dosimétrie, ça c'est une technique qui consiste à donner des médicaments à des doses infimes, et même l'électrothérapie, oui, l'usage de courants électriques pour soigner. On voit bien son approche. Pour lui, le corps et l'esprit ne faisaient qu'un, il fallait soigner la personne dans sa totalité. Alors au final, que reste-t-il de Papus aujourd'hui? Quel est son héritage? C'est une question compliquée, parce que son impact est énorme, c'est certain, mais il est aussi très très controversé. On lui a donné un surnom qui résume assez bien le personnage, le Balzac de l'occultisme. Et c'est une très bonne image, parce que ça dit tout de sa production littéraire qui était juste colossale. Et pour qu'on se rende bien compte, il y a un chiffre, un seul, 160. C'est le nombre total de livres, d'almanachs, de revues, d'articles qu'il a écrits. 160. C'est monumental. Ça montre bien l'énergie folle qu'il a déployée pour partager ses idées. Du coup, son héritage est vraiment à double tranchant. D'un côté, il y a les louanges. On le voit comme un vulgarisateur de génie, quelqu'un qui a ouvert des portes, qui a encouragé l'imagination, qui a continué le travail d'un autre grand nom, Eliphas Lévi.
Mais de l'autre côté, il y a les critiques. Le monde universitaire notamment lui a beaucoup reproché son manque de rigueur scientifique. Ses écrits sur la Kabbale, par exemple, sont considérés comme assez faibles. En fait, c'était plus un assembleur d'idées qu'un véritable créateur. Alors, au bout du compte, comment faut-il voir Pappus? Était-il un vrai guide, quelqu'un qui nous reconnecte à une sagesse ancienne, oubliée? Ou était-il simplement le pur produit de son temps, un personnage incroyable, certes, mais qui répondait surtout à l'immense soif de spiritualité de son époque? L'énigme, elle, reste entière. Et c'est sans doute ça qui le rend si fascinant encore aujourd'hui.